He stumbled into faith and thought, God, this is all there is. Alors, être optimiste de but, on va réussir, super. Être optimiste de chemin, ça va bien se passer, ça c'est autre chose. Alors le pessimiste de but vous dira, on va échouer. Le pessimiste de chemin vous dira, ça va pas être simple. Alors bien évidemment, en temps de crise par exemple, il y a des postures très dangereuses. Par exemple, optimiste de but et de chemin. On va réussir, ça va être facile. Ah, c'est embêtant ça. Alors il faut se méfier de la posture dépressive quand même, c'est-à-dire pessimiste de but et de chemin. On va échouer, en plus on va souffrir. Alors, ce que je vous déconseille, moi je peux le dire parce que vu d'où je viens, je vous déconseille la posture dite à la française. Non, c'est pas sexuel. C'est cognitif. La posture à la française, c'est pessimisme de but, optimisme de chemin. On va échouer, mais on se sera bien marré. Ou bien, dans la version haut fonctionnaire, nous n'allons pas atteindre l'objectif, mais ça nous aura appris des trucs. Alors, ça, vous vous en méfiez, parce que de toute façon, on n'a pas atteint l'objectif. Ce qui est vraiment conseillé, c'est l'optimisme paradoxal de l'entrepreneur, c'est-à-dire optimisme de but, mais pessimisme de chemin. On va réussir, mais ça ne va pas être facile. C'est-à-dire cette idée selon laquelle ce qui va compter, parce que ça va être dur, justement, ce que Viktor Frankl, d'ailleurs, après son expérience dans les camps de la mort, appelait l'optimisme tragique, c'est-à-dire dans des environnements très complexes, dans des environnements durs, en permanence, garder à l'esprit sa marge de manœuvre, là où on est libre d'agir, se maintenir en permanence dans une logique d'action à mener. Et certains de mes collègues disaient l'entrepreneur n'est jamais assuré de la réussite, bien évidemment, mais jusqu'à preuve du contraire, permettez-lui de croire au succès. Alors bien évidemment, parfois ça ne marche pas. Quand l'optimisme peut devenir dysfonctionnel, pour être clair, dans 4-5 cas de figure. D'abord, quand les attentes sont irréalistes. L'histoire du passage clouté, par exemple, c'est dangereux. Lorsque l'individu a une confiance en soi excessive. Qu'est-ce que c'est qu'une confiance en soi excessive? C'est une confiance en soi qui ne tient pas compte de la réalité de ses compétences. Lorsque l'on prend des risques inconsidérés, pas uniquement pour soi d'ailleurs, mais en partie pour les autres, quand on refuse, c'est cité informationnel, c'est-à-dire qu'en gros on ne veut pas voir ce qui se passe, stratégie de l'autruche, on ne veut pas voir les informations qui iraient dans un sens inverse, et puis un autre problème qui est la dispersion. Donc, on constate dans le fond que ce n'est pas l'optimisme, en fait, qui est dangereux dans le cocktail. Vous savez, c'est comme quand on joue au petit chimiste. Ce qui est dangereux, c'est le cocktail optimisme élevé plus irresponsabilité. Alors, pour terminer, 6 leçons, à mon avis, que nous pouvons retenir pour notre vie, d'ailleurs, ça va bien au-delà du monde de l'entreprise. D'ailleurs, l'entrepreneur qui n'entreprendra jamais rien, c'est celui qui attend d'être prêt. Alors d'ailleurs, c'est pas nous, mais quand on est coach, par exemple, on le reconnaît. Hein, c'est le gars en janvier, alors ça, on est où votre projet? Ah, je suis prêt là. Je suis prêt, là, je suis dans les starting blocks, là, c'est bon. Là, alors, j'ai 2-3 hésitations sur le business plan, mais là, je vais faire ça en janvier-février, ça va être bon. Deuxième entretien, mi-février. Le business plan, c'est bon? Ah, super, c'est tout cadré. Alors, en revanche, en regardant le business plan, je me suis dit quand même qu'au niveau de mon marketing, mon project, mon mix, bon, bah, écoutez, on va continuer à mixer, pas de problème. On arrive fin mars, alors c'en est où ça? Le business plan c'est bon, le mix, oui mais alors dites donc, vous savez quand même, il n'est de ressources que d'hommes, ben voyons. Faudrait que je recrute. Oui mais il faut peut-être faire ça. Non, il faut que j'y pense, quel profil je vais recruter quand même? Pour quel scope de compétences? Très bien. Et ça continue cette plaisanterie jusqu'en juin, et là le gars vous dit, ah je suis prêt là je suis prêt, mais alors, lancer l'activité en juin, il y a les vacances. Vous me direz, c'est assez marqué culturellement, ce que je vous dis, mais enfin bon, disons qu'en France, c'est comme ça. Et le gars vous dire, mais vous allez voir, en septembre, ça va démarrer, j'ai une patate d'enfer. Et alors là, on est face à quelqu'un, vous voyez, qui est victime de son horizon mental. Je vous rappelle la définition géographique de l'horizon, ligne imaginaire, qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers elle. Deuxième apprentissage fondamental, regardez toute situation comme un potentiel de ressources. Toute situation est un potentiel de rencontre. Toute situation est un potentiel de nouvelle information.
Toute situation est un potentiel d'accès à des nouveaux territoires, de la connaissance, de l'esprit, de l'amitié, de l'amour. Raisonner en termes de potentiel plutôt qu'en termes de contraintes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes. Ça veut dire que le potentiel est plus intéressant, si on veut capitaliser dessus, que la contrainte. Troisième idée fondamentale, philosophiquement essentielle, surtout dans des cultures très marquées par l'esprit critique, se focaliser sur ses points forts. On n'a jamais rencontré quelqu'un, vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui ait réussi quoi que ce soit de durable en prenant appui sur ses carences. Dire aux gens, tu as des défauts, corrige tes défauts, ça n'a pas de sens. Tous les hommes et les femmes exceptionnels ont une caractéristique, c'est qu'ils sont bourrés de défauts. Pour devenir des hommes et des femmes exceptionnels, ils ont fait avec ce qu'ils avaient à côté. Et ils restent effectivement bourrés de défauts, voire souvent leur entourage leur dit « tu es insupportable ». Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont avoir apporté aux autres, au monde. Il n'y a pas d'alternative à la focalisation sur les points forts. Faire travailler quelqu'un sur ses ressources et sur ses points forts, c'est un des plus beaux cadeaux probablement qu'on puisse lui faire. Donc l'optimiste, ça faut être clair, l'optimiste ne refuse pas de regarder le côté négatif des choses, simplement il se refuse à s'y attarder. C'est pas tout à fait la même chose. Et s'interroger sur ses revers, c'est bien. Là aussi, on a eu un magnifique exemple tout à l'heure avec Hubert. S'interroger même sur ses revers est à la base même de la construction de ce qui sera la réussite future, que ce soit d'ailleurs la réussite économique, sociale, existentielle, humaine de chacun d'entre nous. Un point important, surtout dans les univers d'entreprise, on vous dit toujours, tu dois jamais perdre de vue ton objectif. Attention, mais non, je suis désolé, parfois justement, si on veut survivre, il faut accepter de perdre de vue l'objectif, temporairement. Il faut savoir reculer, changer de perspective. Et ça m'amène à la dernière approche, qui est celle des bifurcations. Je crois que nous avons tous ici un point commun dans nos vies. Nous sommes à la croisée des chemins. Statistiquement, dans cette salle, tous autant que nous vivons dans des pays développés, dans des environnements plutôt privilégiés. Nous avons tous ici, vraisemblablement, chacun, là au jour où je vous parle, entre 6 et 8 croisées des chemins, c'est-à-dire des projets de vie sur lesquels vous êtes en ce moment, ils sont en train de tourner là, vous êtes en train de vous dire, et vous allez vous dire dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, j'y vais ou j'y vais pas, je dis oui ou je dis non, je m'entête ou je renonce, j'essaye encore ou j'arrête une bonne fois pour toutes, etc. Des croisées des chemins. Nous sommes à la bifurcation. Souvent, ce qui rend les gens malheureux, c'est pas d'être sur le mauvais chemin, c'est d'être sur un chemin sur lequel ils ne voient pas la bifurcation à venir. Et aider quelqu'un, apprendre à quelqu'un à regarder le monde de façon plus optimiste, ça veut dire aussi lui dire, regarde, effectivement il y a des difficultés aujourd'hui, mais regarde, tu as là devant toi, dans quelques mètres, peut-être quelques dizaines de mètres, allez, quelques centaines de mètres, regarde, voilà une bifurcation que tu n'avais pas encore vue. Que font d'ailleurs les éducateurs, les parents, les coachs professionnels, les managers? Ce sont des hommes et des femmes dont quelque part le métier est d'aider ceux avec qui ils travaillent et ceux qu'ils essaient de faire réussir à identifier, un peu avant les autres, les bifurcations qu'ils vont rencontrer et, si possible, la bonne façon d'y réagir. Et c'est ce qui me fera dire, et je terminerai là-dessus, c'est vrai que la réussite constitue une dimension qui a été parfois remise en question, surtout si on considère que la réussite est uniquement financière. La réussite, par définition, n'est pas que financière, elle est globale. Elle est globale, mais elle n'est pas uniquement question de talent. Il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte dans la réussite, dont effectivement des dimensions telles que la chance ou autres. Mais en revanche, ce qui est sûr, et ça Luc l'a dit, Guibert Delmarmol l'a dit, l'étude tout à l'heure l'a mise en avant, il est possible, vous voyez, que la réussite soit parfois une question de chance. Mais une chose qui est essentielle et qui est à la base de la raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est que l'optimisme est toujours une question de discipline. Et ça, croyez-moi, par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci. That this is all there is.